Comment je gagne ma vie? Est-ce que je suis légitime en tant que mec blanc cis hétéro à parler des minorités? Est-ce que je fais des rechutes d'éco-anxiété et comment je trouve du sens? Vous m'avez posé plein de questions indiscrètes. Bienvenue dans la FAQ de Soif de Sens. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Alors d'habitude, chaque semaine, je reçois un invité, écolo, féministe, solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Mais aujourd'hui, c'est moi. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est un épisode bonus, un épisode relax. Détendez-vous, on va passer un bon moment chill. Donc, vous m'avez posé vos questions sur Instagram et notamment au meet-up que j'ai organisé le week-end dernier. C'était trop bien. Merci à tous ceux qui sont revenus. Franchement, j'ai trop envie de le refaire. Donc maintenant, je suis à Lyon. On va parler d'ailleurs pourquoi j'ai déménagé. Donc, je pense que le prochain, un de ces quatre, il sera à Lyon, mais juste, j'étais trop de la balle. C'est parti. Je voulais dire, quand je regarde toutes tes vidéos sur YouTube, et je me suis abonné depuis 2-3 ans, je voulais savoir, est-ce que tu arrives à vivre, manger, dormir? Oui, j'arrive à en vivre. En gros, j'ai 3 grosses sources de revenus, des vidéos sponsorisées, des conférences et les livres auto-édités que vous continuez à acheter, donc c'est trop cool. Comment tu choisis tes invités? Très simplement au coup de cœur. Il y a plein d'autres critères derrière, mais le critère principal, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire découvrir des gens, des êtres humains qui montrent ce qu'il y a de plus humain chez l'être humain. Des gens où ils ont des étoiles dans les yeux et qui, moi, subjectivement, j'ai des coups de cœur pour eux. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut vous sembler décousu parce qu'on va sauter effectivement du racisme à l'écologie, à je sais pas quoi. Mais pour moi, le point commun, c'est que ces gens, ils sont à leur place, qu'ils ont trouvé du sens et qu'ils sont debout pour faire vivre leur cause et rayonner. Et que parce qu'ils sont joyeux et dans l'action et je sais pas, en fait, c'est hyper subjectif et pas palpable, quoi. Mais je trouve que c'est des gens qui rayonnent. Et ben, parce qu'ils sont comme ça, ils contaminent les gens autour d'eux. En tout cas, moi, ils me contaminent, ils me font grandir. Et j'espère que vous aussi, ils vous font grandir. Donc après, il y a aussi plein d'autres critères, mais c'est plus en secondaire. Moi, je cherche des gens qui ont une fibre pédagogique, donc qui vont nous apprendre quelque chose. Voilà, vous l'avez remarqué, on n'est pas sur un podcast de divertissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à changer le monde, pardon, et de vous aider dans votre quête de sens. Euh, Quelqu'un qui soit un bon client, donc juste qui soit à l'aise face à un micro et qui, si possible, qui lâche des punchlines, qui sait raconter des histoires. Qui a des histoires à raconter, effectivement. Donc, c'est pour ça que je les emmène en permanence sur. Et t'aurais pas 2-3 anecdotes sur l'impact que tu as pu avoir? Voilà, l'épisode sur Sea Shepherd, il est complètement dingue parce que c'est un truc digne d'un film. Voilà, celui avec Cédric Herrou, pareil, sur les migrants. Et quand il y a des histoires, forcément, c'est beaucoup plus captivant et concret et ça permet d'illustrer un problème de société qui peut être beaucoup plus froid et désintéressant si tu l'abordes sous le prisme macro avec des statistiques et des courbes, quoi. Donc ouais, des histoires. Et après, évidemment, s'ils ont une audience et qui sont soit connus, soit influenceurs, on va dire, type Guillaume Meurice, oui, ça m'intéresse parce que après, derrière, quand ils vont partager le podcast, ça permet de faire grandir Soif de Sens et d'aider encore plus de monde à passer à l'action. Donc il y a plein de critères pragmatiques, mais en vrai, le seul vrai critère numéro 1, c'est au coup de cœur. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me recommandent des invités et je suis là, des fois, c'est très cool ce qu'ils font, mais la personne, ça me parle pas plus que ça. Ça veut pas dire que c'est pas une très belle personne, mais moi, personnellement, j'ai pas un coup de cœur. Et voilà, il faut que j'ai un coup de cœur. Est-ce qu'il t'arrive de faire des rechutes d'éco-anxiété? Et si oui, comment tu les gères? Oui et non. La réponse de merde. Non, dans le sens où, voilà, quand j'ai fait mon éco-dépression il y a, je sais pas quand c'était, il y a 2 ans, ouais. Non, ce moment-là, vraiment ma vision du monde a radicalement changé. Ça y est, maintenant je me suis adapté à cette nouvelle vision du monde, au fait que voilà, la majorité du monde qui nous entoure ne sera plus jamais comme ça et va sûrement se transformer radicalement. Mais par contre, oui, clairement, très régulièrement, tu vois, quand je prépare un épisode sur Jean Covici, clairement, c'est flippant. Donc oui, je fais des rechutes d'éco-anxiété, mais clairement pas du tout du même niveau. Enfin, ouais, il y a tellement de trucs qui m'ont aidé. Voilà, je conseille évidemment mes vidéos ou le podcast bonus sur l'éco-anxiété. En fait, la situation est vachement différente aujourd'hui parce que
tous mes proches sont au courant de l'effondrement et y adhèrent au moins en partie. Donc déjà, ça normalise vachement le truc. Il y a 2 trucs, un peu 2 petits tricks, psychologiques qui m'aident vachement. C'est que un, de se dire que anticiper un malheur, ça fait que doubler ton malheur, en fait. Enfin, s'il arrive, l'anticiper avant même que ça arrive, bah, tu te rajoutes un poids vraiment inutile, en fait. Personne t'a demandé de faire ça et c'est presque l'anticipation de la souffrance, c'est presque pire que la souffrance en elle-même souvent. Et donc ça m'aide énormément de me dire, «Non mais en fait, ça arrivera un moment». Ça veut pas dire que je peux pas commencer à mettre en place des choses pour, devenir plus autonome ou peu importe, changer de métier, de ville et cetera. Mais en attendant, j'ai pas de raison de me flageller. Voilà, ça arrivera quand ça arrivera et on verra à ce moment-là dans ce contexte. Parce que de toute façon, tu peux pas, anticiper, voilà, le futur, il est pas écrit à l'avance, en fait. Il peut se passer 1000 et une façons. Toi, ça peut affecter ta vie de 1000 et une façons et il y a pas que l'effondrement dans la vie, quoi. Enfin, vivre dans la peur permanente d'un truc qui va sûrement arriver d'ailleurs très progressivement et de manière très différente selon les gens, bah, en fait, c'est pas vivre. Vivre dans la peur de ça, c'est pas vivre et du coup, tant que tu es dans cette peur, bah, tu passes à côté de plein de choses dans ta vie, en fait. Tu passes à côté de tes relations, tu passes à côté de, j'en sais rien, ton gosse qui est en train de grandir à côté de toi et tu pourrais t'émerveiller, tu passes à côté d'une passion, tu passes à côté du peut-être d'une relation amoureuse, de tes grands-parents que tu aimerais plus aller voir ou d'une passion ou d'un business que tu as envie de monter, enfin, ouais, le danger de l'effondrement, c'est que ça prenne toute la place dans ta vie et surtout dans ta tête, tant que c'est pas une réalité vraiment omniprésente, même si elle l'est déjà partiellement avec le Covid ou d'autres trucs, en France en tout cas. Bah ouais, non, en fait, faut continuer de vivre et de s'aimer et de se battre pour ce qui est important pour nous, quoi. Donc, les catastrophes qui peuvent arriver, c'est une chose, mais les anticiper et psychoter dessus pendant des années et faire une dépression à cause de ça et de l'éco-anxiété, c'en est une autre. Et arriver à se rendre compte que bah, c'est toi-même qui te rajoute une souffrance supplémentaire qui est pas utile en fait, heu, ça sert à rien. Et du coup, si tu peux, bah, au lieu d'être dans la passivité, moi ce qui m'aide énormément et ce qu'ont partagé plein de mes invités, c'est d'être dans l'action. OK, là, je me sens mal parce que je suis flippé par rapport à, je sais pas, j'ai écouté ton épisode sur le Jancovici et maintenant, je suis ultra flippé. OK, bon, bah, au lieu de pleurer sous ma couette, qu'est-ce que concrètement, là, je peux faire qui me ferait me sentir aller mieux? Est-ce que tu as envie d'aller visiter un écolieu? Est-ce que tu as envie de changer de job? Est-ce que tu as envie de faire une formation? Est-ce que tu as envie de lancer ton potager? Est-ce que tu as envie de lire le rapport du GIEC? Est-ce que tu as envie de rejoindre une action de désobéissance civile? Est-ce que juste tu as envie d'en parler à ton ou ta chérie ou aux gens que tu aimes pour voir est-ce qu'ils comprendraient? Enfin, il y a tellement de trucs que tu peux faire, mais du coup, quand tu transformes ton anxiété en passage à l'action, heu, ton anxiété réduit. Et le deuxième truc qui m'aide énormément, c'est de me dire: «C'est pas parce que notre niveau de confort va probablement être divisé par je sais pas combien, qu'on sera malheureux, en fait». Moi, je crois énormément qu'on s'adapte en permanence et il y a plein d'études qui montrent que face à un événement extrême qui soit positif comme, je sais pas, gagner à la loterie ou négatif comme, un deuil, on surestime à quel point ça va nous déstabiliser, à quel point, voilà, on croit qu'on sera ultra heureux si on est millionnaire et on croit qu'on sera vraiment au fond du trou si, même un truc horrible, tu vois, on perd un enfant. Il y a vraiment eu des études là-dessus et en fait, quelques mois après, souvent, en moyenne, ton niveau de bonheur, il revient à peu près à la normale. C'est un petit peu polémique, c'est parler d'intersectionnalité et aborder des thématiques qui sont si importantes, mais en étant un homme blanc cisgenre hétéro. Est-ce que ça te pose pas un problème de fond, en fait? Comment tu vis cette légitimité et en même temps, d'une certaine manière, reproduction d'un système? La question de ma légitimité, pardon, en tant que mec blanc cis hétéro, surtout à parler, bon, de féminisme, mais aussi de toutes les oppressions. Voilà, on a fait des épisodes sur, le racisme, sur le validisme, sur la grossophobie, bientôt sur la transphobie, là, j'ai trop hâte. Il y a 1000 choses à dire, en fait. D'abord, c'est clair que je me suis déconstruit là-dessus que cette année, en fait. Donc au tout début, c'est très culturel, mais en tant que mec, j'ai beaucoup moins le syndrome, de l'imposteur que beaucoup de femmes, dans mes proches ou dans mes abonnés ou autres. Donc non, au début, je me suis pas vraiment posé, 1000 questions, justement parce que, j'ai ces privilèges
Et donc, culturellement, inconsciemment, je me posais même pas la question. Je suis là, j'ai envie d'aider, j'ai envie de comprendre ce qui se passe et de donner la parole à ceux et celles qui font ces luttes, donc je le fais, quoi. Et en cours de route, effectivement, j'ai pris conscience que, par exemple, j'avais très peu de diversité dans mes invités. Et donc, par contre, quand j'invite ces personnes, que ce soit une personne féministe, une personne, voilà, Daria qui va parler de grossophobie ou Elisa sur le validisme, pour moi, c'est très important de leur laisser la parole. Enfin, de toute façon, tout mon podcast, c'est cette posture-là, très humble et plutôt en retrait, et où j'ai envie d'apprendre et de vous partager ce que j'apprends. Et je suis pas en train de leur apprendre la vie et de leur apprendre l'oppression qu'ils ou elles subissent, quoi. Clairement, jamais ça me viendrait à l'esprit, en tout cas pas pour l'instant, d'inviter, je sais pas, un mec pour parler de féminisme. Non, pas avant d'avoir fait plein d'épisodes avec des femmes sur le féminisme. Ou voilà, je vais inviter une personne trans pour parler de transphobie, je vais inviter une personne grosse et anti-grossophobie pour parler de grossophobie, etc. Donc oui, pour moi, je parle pas à la place de ces minorités, et surtout dans pardon, et surtout dans tous ces épisodes, ouais, c'est dur à dire, dans tous ces dans tous ces épisodes, à chaque fois, je leur demande, voilà, comment est-ce qu'on peut être un bon allié. Et en fait, ce que je fais assez naturellement colle pas mal avec ce qu'ils me disent. Donc voilà, de m'éduquer sur ces sujets-là, de donner la parole aux personnes concernées. Voilà, quand je sais pas, on me propose des conférences, ça peut être de vérifier s'il y a de la parité ou qui sont les autres personnes invitées. De faire attention à moi, ça, ils m'ont aidé par contre, oui. Quand j'ai un feedback, je le prends en considération. À avoir plus de diversité dans mes invités. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose auquel je fais beaucoup plus attention qu'avant. Parce que l'écologie, effectivement, peut être assez blanche, bourgeoise, etc. Et donc, c'est important de lutter contre et d'avoir conscience de nos biais. Non, pour moi, je viens un peu plus pour apprendre de ces personnes-là et vous partager ce que j'ai appris en même temps. Parce que je sais que mon audience, c'est principalement des femmes, mais je sais qu'il y a des mecs aussi, hein. Il y a un tiers de mecs quand même, donc j'en parle jamais. Mais voilà, les mecs, je sais que vous écoutez, c'est trop cool que vous soyez là d'ailleurs. Mais donc, c'est un peu ce que dit Grassley dans l'épisode sur le racisme, en fait. Euh, des fois, c'est justement les personnes les plus privilégiées qui peuvent avoir le plus d'impact sur les personnes qui sont comme elles. Et voilà, je sais que dans mon audience, il y a majoritairement, comme en France en fait, des personnes blanches hétéros. Et donc, j'espère qu'en parlant avec ce point de vue situé de privilégiés qui échangent avec des personnes qui subissent des oppressions, bah ouais, ça ouvre des portes, et je sais que c'est le cas vu vos retours, dans la tête des autres personnes privilégiées qui peuvent m'écouter. Mais du coup, tu vois, si mes invités ils me disaient, en fait, non, tes questions elles sont vraiment à côté de la plaque, ou tu as un vrai problème de légitimité, ou oui, là, clairement, tout de suite, j'arrêterai et je me dirais, j'essaierai de faire les choses autrement, ou alors je les ferai pas. Si on me dit que c'est vraiment, si je comprends pourquoi c'est vraiment inapproprié. Là, aujourd'hui, franchement, on a besoin de tout le monde dans la bataille. Et voilà, après, c'est pour ça que je me positionne comme un allié et pas comme un militant direct de ces causes-là, parce que je peux pas savoir ce que les oppressions que subit une femme ou une personne noire, ou voilà. Mais ouais, en fait, on a besoin d'un max de monde pour éduquer sur ces sujets-là et pour faire changer les choses, quoi. Et il y avait aussi la question de est-ce que je suis en train de reproduire un système. Du coup, je pense quand même que entre l'anticapitalisme, l'antisexisme, l'antigrossophobie et tout ça, je participe plutôt à le déconstruire assez frontalement. Maintenant, c'est clair que voilà, j'ai eu plein de biais que j'ai déconstruits, j'en ai encore plein et que je vais continuer à découvrir au fur et à mesure. Mais je vais pas m'empêcher de faire les choses de peur qu'elles soient pas parfaites. En fait, pour moi, dans cette situation, c'est si les personnes issues des minorités m'expliquent par A plus B et que je suis d'accord avec elles que ma parole n'est pas légitime, ouais, dans ce cas, je trouverai autre chose où j'aborderai pas ces sujets-là. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. En fait, justement, là, typiquement, il va y avoir une interview avec Lexi de Aggressively Trans sur Instagram qui fait un taf incroyable d'éducation à la transidentité. Et du coup, c'est elle qui m'a répondu à ma demande d'interview en disant mais c'est trop bien ce que tu fais en fait, j'adorais tes épisodes sur le validisme par exemple, et du coup d'être reconnu par voilà une personne d'une minorité et d'une oppression voilà que j'ai jamais abordée, la transphobie. Ouais, du coup là je me suis dit ah ouais en fait ça veut dire que je fais du bon boulot en tant qu'allié potentiel, quoi.
Ta série elle s'appelle Soif de sens. Qu'est-ce qui donne du sens dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui pour toi a du sens? Est-ce que t'es encore en soif de sens ou est-ce que... Putain, j'arrive pas à le dire. C'est hyper stressant le micro. Ça déforme vachement les propos, hein, on est d'accord? En gros, tu demandes toujours à tes invités qu'est-ce qui font sens pour eux dans leur vie et toi, qu'est-ce qui fait sens dans ta vie et dans ton job et est-ce que tu t'es aligné avec ce que tu fais? Ok, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans la question, mais je pense pas que la quête de sens ce soit une ligne d'arrivée, tu vois. Je pense pas que, en tout cas pour moi, ça marche pas du tout. Je pense que c'est un truc qui est jamais acquis et que c'est comme le bonheur, quoi. C'est une ligne de crête plutôt qu'un seuil à franchir, quoi. C'est en permanence, est-ce que tu es aligné, effectivement. C'est le mot que tu as utilisé. Malheureusement, des fois, ça serait plus pratique d'être là. C'est bon, j'ai trouvé du sens et ça va être le cas jusqu'à ma mort. Non, non, clairement. Je pense clairement que j'ai besoin de plus de sens. Je sais pas si peut-être le podcast devrait s'appeler Addict au sens. Plus de sens que la moyenne des gens. Donc c'est peut-être pour ça que j'en cherche autant partout. Mais là où je trouve du sens dans ce que je fais, c'est non seulement évidemment l'intérêt général, mais presque plus que l'intérêt général, ça je vous le dis régulièrement, mais c'est l'humanité des gens. C'est ces gens-là que je trouve vraiment beaux, en fait. C'est des gens que je trouve rayonnants, qui me donnent envie de rayonner à mon tour pour te donner envie de rayonner. Voilà, c'est ça la signification de mon seul tatouage qui est un soleil. Ouais, je trouve qu'il y a des gens qui sonnent juste, qui sont beaux. Donc ça, c'est un truc très important. Il y a la brique intérêt général, mais il y a d'autres briques. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître et que le sens, ça peut être ultra personnel. Moi, ce qui me donne beaucoup de sens, c'est d'apprendre et de partager ce que j'apprends. Voilà, j'ai longtemps voulu être prof et bon, je suis pas du tout prof aujourd'hui, mais ce côté transmission, ce côté apprendre et partager, bah, clairement, il y a ça dans le podcast, quoi, dans la création de contenu, podcast ou YouTube. Donc il y a ça, il y a bon, les rencontres, évidemment, et il y a le côté acteur, quoi. Entreprendre, monter son projet, bah, c'est trop kiffant, tu vois, avoir cette liberté, pouvoir bosser à l'heure que je veux, quand je veux, avec qui je veux, parler des sujets que je veux. Bah ouais, ça, je kiffe trop. Alors, c'est pas tout le temps parfait. Il y a aussi beaucoup de cycles. Tu vois, les livres, j'ai adoré. Et après, ça m'a saoulé. Je suis passé à YouTube, j'ai adoré. Puis après, je me reconnaissais plus dans mon propre contenu. Bim, j'ai lancé Soif de Sens et le podcast. Et là, je suis en train d'adorer. Et peut-être que dans quelques mois, bah, ça va me saouler et je vais faire des ajustements. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est pas acquis le sens. C'est un truc qui évolue parce que toi aussi, tu évolues. Et aussi parce qu'on s'adapte. Et du coup, bah, on normalise. Et tu vois, tu m'aurais dit, est-ce que tu veux être podcasteur il y a 10 ans? J'aurais été là, mais ouais, ça va être génial, je vais surkiffer chaque jour de ma vie. Et je kiffe trop mon métier. Mais bien sûr que maintenant, ça fait 6 ans que voilà, je suis indépendant et que je vis de mon contenu. Du coup, c'est devenu ma norme. Voilà, et donc, c'est pour ça que je trouve ça trop cool de se lancer des nouveaux défis et de grandir, tout simplement. Grandir, je trouve que ça apporte du sens. Oui, je viens de réécouter la question. Il y avait une autre question dans la question. Qu'est-ce qui a du sens pour moi, du coup, dans ma vie, donc en dehors de mon job? Bah, les gens que j'aime, ça c'est clair. Je pense que je pourrais passer encore plus de temps avec eux. Je l'ai déjà identifié, donc je le fais plus qu'avant. Mais ouais, les relations sociales de qualité avec mes proches, mais les relations sociales aussi en général. Typiquement, là, je bosse de chez moi tout seul la plupart du temps, donc je suis assez solitaire en fait et casanier. Mais ouais, je sais que ça, c'est un truc sur lequel je suis peut-être en contradiction, où des fois les gens m'insupportent et tu vois, j'ai pas envie de travailler en coworking avec n'importe qui, ça va me saouler, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Mais je pourrais réessayer. Donc, il y a Demos Kratos et d'autres youtubeurs qui sont au Pixel Space, pas loin de chez moi à Lyon. Donc, peut-être je vais tester. Euh, voilà, ça c'est peut-être le truc qui me manque, c'est d'avoir plus de relations sociales au quotidien. Mais sinon, bah, franchement, je suis heureux, quoi. Celle que je pose, j'aime bien poser aux entrepreneurs, c'est à quoi ressemblera le monde dans lequel tu auras rempli ta mission et il n'y aura plus besoin de soif de sens. Ok, ce monde sera trop stylé. Imagine si
Quand il y a des conflits diplomatiques internationaux, et ben en fait, on fait de la CNV parce qu'ils ont écouté l'épisode avec Thomas Dansbourg. Imagine s'il y a la parité partout. Imagine si on réensauvageait la moitié de la France avec des espaces de vie sauvage. Imagine si on réinventait la politique et la démocratie avec la primaire populaire. Enfin, il y a juste tellement de trucs qui seraient trop stylés. Moi, ce qui m'inspire le plus, je pense, c'est que les gens soient acteurs de leur vie. Être acteur de ta vie, c'est tellement puissant. Et je pense que la plupart des gens, enfin voilà, le capitaliste, il te met dans un mode de consommateur zombie spectateur où tu prends tes décisions, tu prends un job parce qu'il faut gagner sa croûte et pas forcément parce que c'est le job que tu as envie de faire. Et si on arrive à se défaire de ça, de toutes ces oppressions bullshit, en étant dans l'action, enfin, la plupart des gens sont hyper humains en fait. Enfin, tout le monde l'est. C'est juste qu'il y en a une partie qui sont guidés par la peur et d'autres par l'amour. Et pas quand tu es guidé par la peur, tu es sur la défensive. Quand tu es guidé par l'amour, tu es plus à force d'initiative et constructive. Donc un monde sans soif de sens, parce que soif de sens a réussi, c'est un monde où il y aurait que des gens ultra inspirants autour de toi qui font pas forcément des choses extraordinaires, mais des choses alignées, simples, à leur échelle, qui sonnent juste. Des gens qui sont eux-mêmes, qui se forcent pas à être quelqu'un d'autre parce qu'ils sont dans un système malade. Ouais, j'ai trop hâte. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Ma petite question, c'était par rapport à tes invités dans tes podcasts. Je me demandais comment tu faisais pour les recevoir. Est-ce que c'était des amis déjà au préalable? Ou alors est-ce que c'est simplement des gens que tu contactes et qui te répondent oui, je participe. Voilà, merci. Comment je démarche des gens aussi connus Je leur écris, tout simplement. Non mais c'est vrai. Il y a plein d'autres facteurs que je vais vous expliquer. Mais déjà, 9 fois sur 10, juste les gens n'osent pas écrire à ces personnes-là. Donc en fait, il n'y a pas autant de concurrence que ce qu'on pourrait imaginer. Après, il y a des niveaux de notoriété. Tu vois, Guillaume Meurice, c'est pas Kylian Mbappé. Enfin, il y a 10 000 mondes entre deux, quoi. Et j'adore Guillaume, et lui-même est déjà très sollicité et connu. Mais voilà, there's levels to this shit. J'essaie de le présenter bien, déjà. Donc souvent, je vais les contacter par... je vais les coincer par tous les réseaux que je peux trouver. Donc je vais leur envoyer en général, je sais pas, peut-être 2-3 messages en même temps, par mail, soit à eux, à leur assistant, sur, je sais pas, Insta et Twitter ou Facebook, là où ils sont, quoi. Ce que je trouve. Là où on peut leur envoyer des DM, en fait. Et souvent, il y a moins de gens qui leur écrivent sur Twitter, par exemple, et donc il y a plus de chances qu'ils voient ton message. Ou eux-mêmes ont leur réseau social préféré, mais ça, tu peux pas le deviner, quoi. Ensuite, j'essaie d'attendre qu'ils ont une actu. Guillaume Meurice, typiquement, j'ai attendu qu'il sorte son bouquin sur le Bouffon pour le contacter. Parce que voilà, je sais qu'il va être dans une période de promo et du coup, il sera plus ouvert que quand il est en train d'écrire son bouquin et qu'il est dans sa grotte, quoi. 3, je regarde sur Instagram et sur Twitter, par exemple, qui il follow. Et donc, je vais essayer de les encercler en gros. Dans mon mail, je vais mettre il y a A, B, C. Je sais que voilà, tu follow Camille Etienne. Je leur dis pas que je sais qu'il follow Camille Etienne parce que c'est un peu creepy, mais en même temps, c'est vrai, c'est public. Mais donc, je vais mettre 3 gros noms, mais 3 gros noms que je sais qu'ils apprécient. Parce que je sais qu'ils les suivent sur Instagram ou Twitter, ou que c'est leurs potes, ou voilà, qu'ils sont déjà partagé les stories. Donc voilà, souvent, je vais suivre les invités qui m'intéressent un bout de temps en amont. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir des fois, selon les gens que je suis, qui a des chances qu'ils soient dans les prochains invités. Alors, en général, je le fais plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, mais ça peut vous donner des indices. Ouais, et donc forcément, s'il y a 3 de tes copains qui sont passés, ou des gens que tu admires qui sont passés dans ce podcast, tu as plus de chances de te dire j'ai envie d'y aller, quoi. Et le dernier truc, je pense, c'est que j'ai pas peur de me prendre des noms, en fait. Donc, oui, vous voyez les gens connus qui viennent, mais vous voyez pas tous les gens connus qui viennent pas, en fait. Ou les gens qui te disent oui, et puis qui finalement te répondent plus. Et je leur en veux pas du tout. Enfin voilà, il y a 1000 raisons, c'est des gens débordés. Voilà, chacun a ses raisons, et souvent, je suis même pas au courant de ce qui se passe dans leur vie. Mais typiquement, il y a 1 an, tout de suite après les premiers épisodes, il y avait 3 énormes noms qui devaient venir sur le podcast. Donc Pablo Servigne, donc j'étais comme un ouf, j'étais trop content. Il devait y avoir Assa Traoré et Hubert Reeves qui m'ont dit ok, vas-y, on fait une interview. Et donc j'étais là, donc j'étais trop content.
Et au final, tu vois, il y a que Pablo Servigne qui est venu sur Soif de Sens. Donc je suis trop refait, c'est trop bien. Et derrière, je pense que ça m'a aidé à avoir d'autres gros noms. Mais voilà, mais peut-être qu'un jour il y aura Assa Traoré, peut-être qu'un jour il y aura Hubert Reeves, même s'il commence à être vieux et qu'il a des problèmes de santé. Mais vous voyez que les gens qui disent oui en fait. Et donc il y a aussi plein de gens qui disent non. Donc faut juste contacter plus de gens en fait. Voilà. Et pas avoir peur de les relancer poliment, évidemment. C'est quoi ton anecdote de tournage, une anecdote avec un des invités que tu as reçu sur la chaîne qu'on ne voit pas dans les vidéos? Des anecdotes de tournage, il y en a tellement en vrai. Mais je pense que je vais faire un épisode podcast bonus là-dessus parce qu'il y a trop d'histoires à raconter. Et c'est trop marrant à chaque fois comment ça révèle la personnalité de l'invité et plein de petits trucs qui peuvent se passer en off voilà, pendant un tournage et une interview. Est-ce que ça vous dirait que je fasse un épisode bonus, peut-être pas tout de suite, mais un de ces quatre, sur plein d'anecdotes de tournage pour voir l'envers du décor? Dites-moi dans les commentaires ou sur Insta. Pierre, as-tu envisagé de te lancer politiquement? Bon, bah du coup, c'est peut-être le bon moment pour vous l'annoncer. J'ai décidé de me porter candidat à la présidentielle. Non, enfin non. Non, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire de la politique. Je trouve ça très noble et très courageux pour la peine, pour les gens qui s'y lancent. Mais moi, c'est juste tellement pas moi. Moi, j'ai envie d'être libre. Quoi que tu fasses en politique, tu as des comptes à rendre. Tu as toujours des gens qui vont te critiquer. Tu es en train enfin, ouais, ta marge de manœuvre, elle est hyper complexe. C'est tellement des jeux d'échecs en permanence, à faire des alliances, des compromis, ça m'épuise d'avance. Franchement, c'est... Alors, j'aime pas 90% des politiques comme tout le monde, mais j'ai pas envie de dire qu'ils sont tous pourris parce que c'est pas vrai. Et c'est en ayant ce genre de discours qu'on maintient les gens éthiques en dehors de la politique. Donc clairement, allez faire de la politique si vous êtes, j'allais dire, des gens bien. mais non, c'est juste moi, personnellement, je serais super malheureux. J'ai besoin d'être libre. Alors peut-être à un niveau local, tu vois. Ça encore, c'est très différent. Ça pourrait me faire kiffer peut-être. Mais faut vraiment que le projet il soit cool, quoi. Ouais, faut qu'il y ait une team d'humains badass. Mais au niveau plus haut, jamais, genre jamais. Je suis très bien à côté. Pierre, tu trouves une lampe de génie, il t'accorde un vœu. Lequel est-il? Alors, si j'ai un vœu, la question c'est est-ce que je fais un vœu égoïste ou est-ce que je fais un vœu altruiste pour changer le monde? Là, la réponse qui me vient, c'est que mon vœu, c'est que les gens soient plus courageux. Ouais. Je pense que ce monde a énormément besoin de courage que moi, des fois, j'en ai pas du tout. On est des milliards à savoir, à vivre que ça va pas en fait, qu'il y a des choses qui tournent pas rond, mais on n'a pas forcément le courage, l'énergie, la force, les ressources pour ouvrir sa gueule, pour taper du poing sur la table, pour se bouger, pour agir, pour faire changer les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de nos décisions qui sont guidées par la peur ou par l'indifférence très souvent, et que si on avait le courage de défendre nos valeurs, de défendre ce qui nous semble juste, d'arrêter d'être résigné en fait, bah les choses vont changer 1000 fois plus vite. Et c'est pour ça que c'est hyper puissant de partager des exemples de courage parce que je pense que le courage c'est contagieux. Donc voilà, soyez courageux. Pierre, est-ce que tu votes et pourquoi? Ça a beaucoup changé. Avant, comme beaucoup de gens bien pensants, oui, c'était évident que j'avais voté. Et je sais pas quand c'était, peut-être juste après la présidentielle, j'ai vu l'interview de Juan Branco sur l'oligarchie et comment Macron avait été propulsé comme candidat puis président. Et du coup, au-delà de Macron, comment c'est le cas très souvent à chaque fois en France, et le système qu'il y a derrière. J'avais lu son bouquin, Crépuscule, qui est hyper intéressant. Alors, le mec est très controversé sur d'autres aspects, mais voilà. Il y a plein d'autres gens qui vont dans le même sens et
et dont je partage les idées. Qu'effectivement, la France est une oligarchie. Enfin, voilà, c'est pas trop un scoop si vous vous intéressez au sujet. J'ai pas résolu la question du vote en fait. Ça me dérange en partie parce que déjà le système de vote à deux tours c'est une aberration. Plutôt qu'un vote au jugement majoritaire comme on en parle avec la primaire populaire qui est beaucoup plus représentative des intentions de vote. Voilà, tu vas pas voter contre quelqu'un ou tu peux graduer un peu si tu l'aimes pas du tout, un peu beaucoup passionnément à la folie. Mais oui aussi, en fait, tant que tu votes encore, tu participes aussi à dire implicitement que tu es d'accord avec les règles du jeu, du vote électoral, en tout cas pour moi. Et je suis pas d'accord avec les règles du jeu. Donc oui, je continue à voter, mais je pense que mon vote a beaucoup plus d'utilité au niveau local qu'au niveau national notamment. Donc je vote, mais je pense que c'est un micro-engagement beaucoup moins important pour moi qu'avant. Je préfère avoir un impact toutes les semaines, quoi. En militant, en donnant de l'argent aux assos, en faisant mon travail, en transmettant des idées contagieuses pour un monde meilleur. Donc avant, j'aurais voté évidemment oui tout le temps. Maintenant, je me pose un peu la question à chaque fois, mais la plupart du temps, je finis par voter. Mais par contre, tu vois, là, dès qu'il y a un projet hyper excitant, tu vois, je pensais pas du tout parler des présidentielles sur ma chaîne parce que ils parlent pas des vrais sujets. Enfin, l'islam n'est pas le problème en France, les gars. Je sais pas comment vous le dire en fait. Et la croissance verte, c'est droit dans le mur. Donc non, en fait. Mais par contre, dès qu'il y a eu la primaire populaire, bah ouais. Là, c'est tout d'un coup, t'es la merde. En fait, je peux recroire en la politique et ça peut être hyper excitant. Donc, s'il vous plaît, allez signer l'appel de la primaire populaire sur primairePopulaire.fr et pour garantir qu'on aura un président qui ait un socle commun écolo et pour la justice sociale, quoi. Mais tu vois, c'est pas que j'aime pas la politique, c'est que j'aime pas la politique mm, comme elle se pratique aujourd'hui. Mais en fait, la politique, ça pourrait être hyper excitant quand tu as des mairies qui se transforment et qui deviennent, je sais pas, ville en transition, ville zéro déchet. Ouais, c'est ouf, c'est du vivre ensemble, c'est hyper passionnant tout ce qu'on peut faire. Est-ce que ton métier te rend heureux? J'allais dire la réponse trop nulle. C'est quoi le bonheur? Non, mais c'est vrai, tu vois, on a fait l'épisode avec Catherine Testa sur l'optimisme. Et en fait, en France, le bonheur, c'est un mot genre sacralisé, c'est un truc ouais, hyper élevé. Alors que, je sais pas, dans d'autres pays, voilà, quand tu dis I'm happy, c'est genre bah, je suis content, on va boire des bières avec des potes, et c'est cool, quoi. Voilà. C'est plus du niveau de la joie ou du bien-être temporaire. Donc c'est sûr, tu me demandes si ça me rend heureux, je suis là, et en même temps, je fais ça depuis 6 ans. Je pourrais faire 1000 autres trucs. Non, je fais ça parce que je kiffe. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est un métier comme un autre en fait. Et donc il y a des jours où tu es trop heureux parce que bah voilà, là j'ai une confirmation d'interview, je suis trop content, j'ai trop hâte de la faire. Et puis il y a d'autres jours où voilà, tu es là, ma vie c'est de la merde et et tu as envie de faire autre chose. Donc ça fluctue comme tout le monde, mais oui, globalement je kiffe ce que je fais, sinon je le ferais pas aussi longtemps. Il y a tellement de petits trucs que je kiffe trop dans ce métier. Bah, vos retours déjà, moi ça me nourrit de ouf quand tu reçois un message, quand tu as un oui d'un invité et tu es là: «Putain, je vais rencontrer cette personne, ça va être trop ouf!» Voilà, quand j'ai eu le oui de Pablo Servigne, j'étais là: «Mais» heu et puis après, voilà, tu as des invités qui te plantent au dernier moment et ben, ça fait chier, voilà. Il y a le fait que je peux passer des journées tout seul ici parce que, bah, voilà, je suis en télétravail. Hem, mais il y a le fait aussi que j'adore créer du contenu. J'aime beaucoup l'idée que, bah, mon contenu a un impact et que chez certains d'entre vous, à chaque fois, un épisode, il va peut-être, changer la manière de voir le monde de 1, 10, 100, 1000 personnes, j'en sais rien et que je le saurai jamais. Ouais, je marque des points pour mon karma, tu vois? Je sais pas. J'aime trop ça, l'idée de planter des graines et des fois, tu as un feedback et tu sais que, bah, il y a quelqu'un qui a quitté son job parce qu'il a écouté ton podcast et que, voilà, il s'est rendu compte que ça lui correspondait plus et qu'en fait, il avait envie d'être, jardinier, tu vois? Et ouais, c'est ouf! Et j'aime trop le fait que j'apprends. Chaque nouvel épisode, enfin, je suis pas expert en féminisme, mais loin, loin, loin de là, quoi. Et donc en un an, je suis parti de zéro et déjà là, j'ai appris 1000 trucs. Mais ouais, je trouve que pour moi, ouais, apprendre, c'est un des trucs qui apporte du sens pour moi. Donc apprendre, se challenger et ouais, et les rencontres, quoi. Bah, tu rencontres des gens trop cool. Quand tu reçois un invité, c'est quoi les étapes? Combien de temps ça te prend de A à Z entre trouver l'idée de la personne et jusqu'à avoir la vidéo qui est mise en ligne en fait? Combien de temps ça prend? Un épisode, la réponse courte, on va dire, c'est 3-4 jours.
Donc peut-être une demi-journée pour les démarcher. Donc souvent, il faut leur écrire plusieurs fois et les relancer, et puis trouver la bonne porte d'entrée. Une journée, ouais, je pensais l'étape la plus longue, une journée de recherche et d'écriture du script, de la trame de questions. Donc s'il y a un bouquin, vous lire le bouquin. S'il y a plein d'interviews, je lis tout ce que je peux sur la personne sur Internet selon le temps que j'ai. Puis en plus, c'est des sujets qui m'intéressent. Et après, effectivement, l'étape un peu chiante faut formaliser 10-15 questions, quoi. L'étape que j'aime le moins. Après, il y a peut-être une petite demi-journée de tournage. Il y a 1 heure d'interview en général. Mais voilà, il faut installer tout le matos au début. Il y a souvent des problèmes techniques à régler, etc. Ouais, une demi-journée à une journée, ça dépend vraiment justement s'il y a des problèmes techniques ou pas. Les interviews à distance, c'est souvent plus compliqué que les interviews en présentiel. Donc des fois, il faut faire opérer la magie technologique pour résoudre les problèmes et améliorer le son ou l'audio. Mais le montage, c'est trop cool, j'aime trop. Et une demi-journée d'upload, voilà, mettre la vidéo en ligne, faire une jolie miniature et après la publier et faire des posts sur les réseaux sociaux. Donc ouais, en gros, je pense on doit être à 3-4 jours. Mais sachant que ces 3-4 jours-là, souvent, ils sont collés. Sauf la première étape, voilà, où démarcher les invités, ça peut être 1 semaine, 1 mois, 6 mois avant, des fois, quoi. Des épisodes où je suis en contact avec l'invité depuis très très longtemps. Qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que je préfère faire? Il y a vraiment beaucoup de trucs. Les interviews, clairement, c'est magique à chaque fois de rencontrer des gens comme ça tu vois, qui passent 1 heure avec toi. Et t'es là, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé passer 1 heure avec Ruffin, avec Cécile Duflot, avec Yann Arthus Bertrand, avec des féministes toutes plus inspirantes les unes que les autres. Enfin, j'ai une chance de fou, quoi. Donc, le moment même, et souvent, comme pendant les interviews, t'es un peu en mode méta, en train de t'écouter les questions, mais en même temps, t'es en train de penser à la suivante. Est-ce que la lumière est bonne? Enfin voilà, réfléchir à toute la technique parce que je suis tout seul sur Soif de Sens. Le montage, j'adore parce que il y a plein de trucs que j'ai pas entendu en fait pendant l'interview où j'ai pas percuté ou que j'ai oublié. Et du coup, ouais, le montage, j'aime trop ça. Et qu'est-ce que j'aime le moins? Préparer les scripts. J'adore faire des recherches, mais par contre, structurer l'interview, ça c'est juste trop chiant, quoi. Formuler des questions claires, qui en est pas trop, qui est quand même, ouais, c'est juste parce que moi j'ai envie que les questions elles soient voilà, qu'il y ait le plus d'infos dedans pour déjà, voilà, même s'il répond à côté de la plaque, au moins vous avez appris quelque chose dans la question et ouais, que c'était pas juste salut, c'est quoi ton projet, quoi? Enfin, non, non, on n'est pas. Enfin, à ce moment-là, tu vas écouter les 10 000 autres interviews de cette personne, quoi. Donc, ouais, préparer les questions. Si un jour j'embauche quelqu'un, clairement, tu prépareras les questions. Si, il y a un autre truc que j'aime moins, effectivement, je pensais plus dans moi les actions que je faisais, mais il y a aussi un autre truc que j'aime moins, c'est pas quand ça marche pas, en fait. Ça fait chier. Clairement, j'adore ce que je fais, et même si ça faisait 3 vues, 3 vues, enfin, si, je pense que je le ferai quand même en vrai. Mais ouais, quand tes chiffres ils diminuent d'audience, bah ouais, ça fait chier. J'ai envie que ça marche mon truc. J'ai envie non seulement qu'il y ait de plus en plus de monde qui passe à l'action et que cette putain de société elle change, quoi. Enfin, on pourrait tellement avoir un monde de malades si juste on se retroussait les manches et qu'on fait ce qu'on sait très bien qu'on doit faire pour lutter contre la crise climatique et les inégalités. Euh, et aussi parce que j'ai trop envie de faire grandir mon audience et en fait, avoir une grosse audience ou une audience qui grandit, c'est hyper gratifiant parce que ça veut dire que ton travail il marche, que vous en parlez aux gens autour de vous et bah oui, c'est une forme d'amour quoi que tu reçois et de reconnaissance donc ouais, c'est kiffant. Donc s'il vous plaît, parlez de ce podcast autour de vous et c'est ça qui me fait kiffer avec le podcast, c'est que c'est un nouveau chapitre après le chapitre YouTube. Et pour l'instant, sur le podcast, ça marche très bien. Donc continuez à en parler autour de vous. On va le changer, ce monde.
est-ce que soif de sens, c'est parce que toi, tu recherches du sens, et le jour où tu aurais trouvé ce sens, est-ce que tu arrêteras ta chaîne YouTube? Oui, clairement, soif de sens, c'est parce que moi, je cherche du sens. Enfin, genre, oui, je suis désespéré du sens. Je sais pas comment vous dire. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on pourrait croire que, OK, parce que tu t'intéresses à changer le monde, du coup, forcément, ta quête de sens, elle est accomplie. Bah non, en fait, c'est plus subtil que ça, parce que oui, j'ai envie d'un monde plus juste et plus durable, mais ça, c'est un de mes besoins. J'ai plein d'autres besoins qui peuvent nourrir mon sens. Et que ce soit les relations sociales, que ce soit la simplicité, c'est ma valeur numéro une, que ce soit plein d'autres trucs, juste de me marrer, voilà, d'être dans un corps en bonne santé, de jouer, d'apprendre, de faire des nouvelles expériences. Et du coup, pour moi, c'est comment est-ce que j'intègre tout ça dans mon travail, notamment, et dans ma vie en général. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est mon travail. Bah ouais, ça, c'est un vrai défi et permanent et qui bouge, quoi. Donc non, 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 c'est jamais acquis, un peu malheureusement, et à la fois, c'est ça qui fait que c'est excitant. Comment on peut équilibrer sa vie personnelle et professionnelle quand on fait un job qui a du sens? Mon job de sens m'accapare tellement que ça m'empêche de m'ouvrir à d'autres activités ou questionnements. La réponse, c'est quels sont tes besoins, en fait. C'est pas parce qu'un job a du sens sur le papier qu'il en a pour toi. L'être humain est un peu plus complexe que ça. euh, mais du coup, ouais, pour moi, c'est quels sont tes besoins. Mais en tout cas, c'est très fréquent que quelqu'un qui au début faisait du bénévolat et bossait dans une entreprise privée classique capitaliste, quand il bascule dans un job qui a du sens, dans une startup sociale ou une ONG, bah, du coup, il se désengage vachement parce que bah, le soir, tu rentres chez toi, tu n'as pas forcément envie de te réimpliquer dans d'autres trucs d'intérêt général, quoi. Mais justement parce que tu as d'autres besoins. Peut-être que tes besoins, c'est justement de te changer les idées parce que tu as entendu parler des problèmes du monde toute la journée et tu as envie de penser à autre chose que aux personnes SDF ou à la catastrophe climatique, même si tu agis du côté des solutions. Peut-être que tu as besoin de faire du sport, peut-être que tu as besoin de rire, peut-être que tu as besoin d'amitié, enfin voilà. Donc c'est quels besoins ne sont pas satisfaits dans ton job peut-être, et du coup peut-être tu peux faire des petits ajustements dans ton job, et comment mettre des limites aussi, et comment tu peux répondre aux autres besoins en dehors de ton job. Mais comment tu peux mettre des limites? Là, j'ai fini un livre qui m'a fait exploser le cerveau, qui s'appelle Boundaries. Je crois pas qu'il a été traduit en français, mais en anglais, voilà, c'est un best-seller de ouf. Donc comment est-ce qu'on a tous des limites et comment les faire appliquer, les faire respecter par les autres. Et moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tellement de situations dans ma vie, que ce soit avec mes parents, avec n'importe quoi, quelqu'un qui me livre un colis, que ce soit avec un client, que ce soit avec un abonné, que ce soit avec un ami, où moi, soit moi je transgresse leurs limites, soit eux transgressent les miennes. Et ouais, vraiment, si vous pouvez lire ce livre, Boundaries, il est décliné un peu dans toutes les catégories. Tu as un volet sur le mariage, un volet sur les finances, je crois, un volet sur la carrière perso. Ah bah oui, en fait, il faut que tu livres ce bouquin-là. Boundaries, je sais pas comment ça s'appelle, dans le monde professionnel, quoi. Voilà. Après, c'est clair que c'est pas parce que tu as un job passion que tu dois faire 80 heures par semaine. Non. Du coup, enfin, sauf si tu kiffes ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est quels sont tes besoins, et du coup, ça, c'est hyper personnel. Et c'est à toi de voir, de t'écouter, en fait. Et après, d'aller faire des demandes appropriées avec ce qui est possible dans ta boîte à tes boss. Voilà. Pourquoi avoir déménagé? Alors, j'ai déménagé à Lyon pour vraiment plein de raisons. La première, c'est un peu comme je choisis mes invités, parce que j'en avais envie. Voilà. J'aimerais bien vous sortir 18 arguments rationnels sur pourquoi Lyon. Juste parce que c'est une ville où je me sens bien. Voilà. J'avais envie de me barrer de Paris progressivement depuis un bout de temps. C'est sûr que l'effondrement donne pas envie de rester à Paris. Plus ta ville est grosse, moins elle est autonome, notamment en alimentation, mais en tout, en cas d'effondrement probable dans les années, décennies à venir. Donc c'est sûr que le but, c'est plutôt d'aller vers la campagne progressivement. Je suis clairement pas prêt aujourd'hui à vivre dans un éco-village, mais qui sait, un jour, ou en tout cas à la campagne. Puis j'avais envie de changement, en fait. C'est ça aussi le minimalisme qui m'aide énormément, c'est je voyais bien que la ville dans laquelle j'étais m'apportait plus autant de joie qu'avant. Ouais, j'avais envie
d'oxygène, quoi, d'air, de changer au sens propre et au sens figuré. Et voilà, puis aujourd'hui, on a 2 fois plus d'espace pour le même prix qu'à Paris, donc ça, c'est genre alléluia. C'est trop bien Lyon en vrai. Et il y a plein de trucs écolos. Il y a vraiment beaucoup plus d'arbres qu'à Paris, c'est pas très dur, mais que la plupart des villes que je connais. Dans les rues, enfin, t'as vraiment beaucoup de verdure, quoi. T'as plein de pistes cyclables, c'est très développé. À côté de chez nous, il y a des bacs de compost énormes sur des places sur des places de voitures, en fait. Ouais, franchement, Lyon, c'est trop bien. Venez à Lyon, comme ça, la prochaine fois qu'on fait un meet-up, tu seras juste à côté. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. Merci beaucoup, j'ai trop kiffé. Dans toutes les vidéos que tu as faites, hors des invités, où tu étais vraiment seul, c'est laquelle que tu as préféré faire? Ma vidéo préférée, donc ça, on parle pas du podcast, du coup, sur la chaîne YouTube Soif de Sens, qui avant s'appelait Changer le monde en 2 heures pour les nouveaux. Quelle vidéo j'ai préférée? Alors, j'ai fait surtout beaucoup d'interviews, donc c'est vrai qu'il en reste pas 3 tonnes. Je pense que les 2 que j'ai préférés, c'est le rap du coton-tige. Oh, vraiment. Si tu n'as pas vu le rap du coton-tige, il faut écouter plutôt, parce que c'est un rap. Dieu merci, je n'ai pas fait de clip. Écoute le rap du coton-tige. Voilà, je me suis trop marré. Bien sûr, les micro-engagements, ça suffit pas. Mais voilà, j'avais fait une série de vidéos sur le zéro déchet. Mais je suis trop fier de cette vidéo parce que au moment où je l'ai fait, j'étais vraiment en mode bas les couilles. J'ai juste envie de faire une musique et un rap. Et ouais, je me suis tapé un délire tout seul. Vous l'avez trop bien accueilli. Et, et à chaque fois que je le réécoute, en fait, ça me met une patate. Mais voilà, j'ai eu un big smile. Donc il y a le rap du coton-tige. Je vous mets les liens en description si vous voulez. Et toutes les vidéos sur le minimalisme, en fait. Oui, c'est les vidéos les plus vues de la chaîne, mais surtout, en fait, le minimalisme, c'est un truc hyper important dans ma vie parce que je pense que la simplicité, c'est ma valeur numéro 1. Et alors, quand je dis minimalisme, c'est pas faire le tri dans ses affaires. Voilà. C'est vraiment une philosophie de vie pour t'aider à identifier ce qui est essentiel dans ta vie et dégager le superflu. Donc c'est... Enfin bref, j'ai fait plein de vidéos là-dessus où justement j'explique comment ça a transformé ma vie. Je sais que encore là, ça m'a vachement aidé à déménager parce que ça t'apprend à choisir en fait. Ça t'apprend à dire oui à ce qui est important pour toi et à dire non à ce que tu ne veux pas ou plus dans ta vie et à mettre des limites. Ouais, je trouve que c'est un outil qui est surpuissant, qui est mal compris et limité à juste ah, est-ce que je m'achète un 4e t-shirt ou pas? Enfin non, c'est pas du tout ça. Donc ouais, si tu veux y voir plus clair dans ta vie et avancer dans ta quête de sens, bah franchement, tu pourrais écouter, peut-être je vous les mettrai en bonus un jour, mes épisodes sur le minimalisme. Est-ce que tu aurais fait les choses autrement si tu avais eu un revenu de base? Super intéressant comme question. Est-ce que j'aurais fait les choses autrement si j'avais eu un revenu de base? Il est à combien ton revenu de base? Je pense pas. Même si je suis à 100% pour le revenu de base, je pense pas parce que bah, déjà, j'étais pas en énorme galère de thunes voilà, quand je me suis lancé. J'avais un tout petit peu de sous de côté, donc je pouvais voir venir 1 an et demi, 2 ans en gros. Donc c'est ça qui m'a permis de me lancer. Donc c'est pour ça que je pense que le revenu de base, c'est génial à la base. En tout cas, le principe du revenu de base, je trouve ça fou parce que du coup, au lieu de te demander comment je peux gagner ma vie, et ben ce côté-là, il est sécurisé et du coup, tu te dis plutôt bah qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde et ça change tellement toute notre vision du monde. Alors, t'as kiffé cette FAQ? Allez, abonne-toi s'il te plaît, ça me donne vraiment de la force et parle de ce podcast à une personne que tu kiffes, voilà, qui est en quête de sens, qui a envie de changer les choses. Parle-lui-en, c'est grâce à vous que ce podcast peut décoller, surtout que je peux continuer à faire vivre ce podcast et vous faire découvrir des gens géniaux. C'est parce que vous me donnez de la force. Donc, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous et toi, abonne-toi. Je vous dis à la semaine prochaine. Il y a du lourd qui arrive. Ciao!